Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage. Bien le bonjour. Nous venons tout juste de passer le solstice d'été, donc réjouissons-nous, les nuits vont doucement rallonger. Pour en profiter, regardons tout d'abord du côté des planètes. Jupiter et Saturne se suivent de près actuellement dans le ciel et se lèveront aux alentours de minuit en début de lunaison. Elles vont se lever de plus en plus tôt alors que le mois avance, et Jupiter sera à l'opposition le 14 juillet. À ce moment, elle sera visible toute la nuit et on sera au plus proche d'elle. Le meilleur moment donc pour observer le balai des satellites galiléens, accessible à tout instrument. Ensuite, en milieu de nuit, ce sera au tour de Mars de se lever. Et puis finalement, ce sera au tour de Vénus de se lever dans les premières lueurs du jour. Évidemment, pour cette dernière, la prudence est de mise avec le soleil qui n'est pas très loin, évitez les instruments pour éviter les risques. Pour les constellations, en levant le nez haut au-dessus de l'horizon est, nous allons trouver une grande croix, la constellation du Cygne, une des constellations qui ressemble le plus à ceux qu'elle est censée représenter. La queue du Cygne est facilement identifiable avec la supergéante Deneb. À la tête du Cygne, nous allons trouver Albireo, probablement la plus belle étoile double du ciel. Bien que n'étant pas un système double, mais une double apparente, le contraste de couleurs entre les deux étoiles rend cet astre particulièrement intéressant à observer. Je n'ai jamais testé aux jumelles, mais même une petite lunette permet d'apprécier ce joli couple saphir et topaze. On trouve pas mal d'objets dans la constellation du Cygne, mais je ne vais vous en présenter que deux. Tout d'abord, sous la queue du Cygne, nous allons trouver NGC 7000, la nébuleuse de l'Amérique du Nord. Située à presque 2000 années-lumière de nous, cette nébuleuse couvre pas loin de 50 années-lumière. Privilégiez donc un instrument avec un grand angle pour mieux en profiter. Ensuite, on va descendre le long de l'aile inférieure du Cygne et trouver les fameuses dentelles du Cygne. Ce rémanent de supernova n'est pas très lumineux, mais c'est une cible de choix pour les photographes. Encore une fois, couvrant plusieurs fois la surface de la pleine lune, un faible grossissement est recommandé pour mieux en profiter. On va maintenant remonter au-dessus du Cygne pour trouver un petit parallélogramme avec une étoile bien brillante à ses côtés, la constellation de la Lyre. Cette constellation faisait déjà partie des 48 constellations de Ptolémée. Elle a aussi été connue comme étant un vautour et dans ce cas, cette constellation était rattachée au mythe d'Hercule comme un des oiseaux du lac de Stymphale. À peu près au milieu du côté opposé à Vega, nous allons trouver M57, la nébuleuse de la Lyre. Si vous me suivez depuis un moment, vous saurez sûrement que j'ai une affection toute particulière pour ce petit rond de fumée. Bien que ce cadavre d'étoile fasse 2,4 années-lumière de diamètre, M57 se trouve tout de même à 2300 années-lumière de nous. Donc, contrairement aux précédents objets, un bon grossissement sera préférable si possible. Mais ça reste accessible à peu près toute lunette et télescope. À peu près à mi-chemin entre la Lyre et le Cygne, nous allons trouver l'amas globulaire M56. Située à 10 000 parsecs de nous, cette boule d'étoile de 60 années-lumière de diamètre devrait être accessible sans trop de problèmes à toute lunette et télescope. Finalement, nous allons redescendre un petit peu vers le sud-ouest pour trouver l'Aigle et son étoile principale Altaïr. Cette constellation représente, selon les mythes, soit Zeus sous forme d'aigle, soit l'aigle qui piquerait le foie de Prométhée. Au cœur de l'aigle, nous allons trouver un petit amas globulaire sympathique, bien que plus proche de nous que l'amas précédent, à seulement 2500 parsecs. Il est aussi nettement moins lumineux et sera donc réservé aux instruments les plus puissants pour pouvoir en profiter au mieux. Altaïr, Deneb et Vega forment ce qu'on appelle le triangle d'été. Ces trois étoiles bien brillantes sont assez facilement reconnaissables et vous permettent de rapidement identifier trois constellations majeures. D'ailleurs, tant qu'on est dans le coin, on peut aussi assez facilement trouver trois petites constellations supplémentaires avec ce triangle, le Dauphin sous le triangle, ainsi que le Renard et la Flèche dans le triangle. Pour la Lune, je vous propose de trouver le cratère d'Albétinius. Ce cratère est nommé en hommage à Al-Battani, un astronome musulman du IXe siècle qui est entre autres connu pour ses travaux sur les mouvements de la Terre, du Soleil et de la Lune. Ces travaux ont une telle importance que Copernic les cite plusieurs fois dans ses propres travaux.
D'un diamètre de 129 km avec un beau pic central d'1,5 km de haut, ce cratère ne devrait pas être trop dur à repérer. Ceci dit, il est manifestement ancien et érodé de nombreux cratères plus petits et plus récents. Il sortira de la nuit au jour 6 et repassera le terminateur au jour 23. Comme toujours, c'est à proximité du terminateur que les ombres portées le rendront plus sympa à observer. Niveau événement, tant qu'on est sur la Lune, nous avons à nouveau une éclipse pénombrale le 5 juillet. Et encore une fois, la France n'est pas placée au mieux pour l'observer. Vous ne pourrez voir que le début de l'éclipse au moment du coucher de la Lune. À vous de voir si ça vaut le coup de se lever aux aurores pour ça. Dans tous les cas, pensez bien à jeter un œil aux éphémérides pour vous assurer des horaires. Je ne sais pas si la comète Swan a tenu ses promesses, mais vu le peu de bruit sur les réseaux sociaux, je crains que non. Mais rassurez-vous, une autre comète tout à fait sympathique arrive doucement dans notre ciel. C2020 F3 Neowise est actuellement trop proche du Soleil, mais elle va doucement s'en éloigner et devrait commencer à être visible au petit matin début juillet. Elle aura déjà commencé à perdre en luminosité, mais devrait toujours être facilement visible à l'œil nu. Ensuite, nous avons C2019 U6 Lemon qui arrive à son périhélie et devrait frôler la visibilité à l'œil nu. Elle devrait donc être observable aux instruments après le coucher de soleil sans trop de problèmes. Je vous mets des liens en description pour avoir les éphémérides et évidemment pour ces deux comètes le soleil n'est pas très loin et la prudence est de mise si vous ne voulez pas perdre un œil. Et pour finir ce ciel du mois, le 28 juin, nous avons l'essaim météoritique des Boutides de juin. Cet essaim a la particularité d'être très court dans le temps et de présenter des sursauts d'activité impressionnants. La Lune n'en sera qu'à son premier quartier à ce moment, et je ne peux donc que vous conseiller de mettre le nez dehors sur les 2-3 jours qui entourent le 28 pour essayer de voir quelques belles étoiles filantes. Et qui sait, peut-être y aura-t-il cette année un beau sursaut d'activité. On espère toujours. Comme toujours, je remercie infiniment les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne. N'hésitez pas à les rejoindre si vous aussi vous voulez aider, les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec le pouce qui va bien et un petit com qui fait plaisir, ça aide aussi au référencement, et puis pensez à faire tourner aux copains pour profiter de ces nuits d'été. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine lune.